est ingénieur au SME 1980, ingénieur énergéticien, option nucléaire, des entrains de mouvement. Le but de la conférence que vous allez avoir, elle est en lien direct avec les phrases que vous avez fait aujourd'hui, alors que vous avez fait ce matin, pour ceux qui sont sur Teams, ou celles que vous avez fait cet après-midi, tout le reste du climat, le reste de l'aéronautique. On en revient toujours à des questions d'énergie. Presque du climat, ben, on voit les conséquences de l'utilisation des énergies fossiles par l'humanité. Presque aéronautique, ben, on voit que ça va être difficile de s'en séparer des énergies fossiles et que ben, faut trouver d'autres vecteurs énergétiques. Et quand on parle de vecteurs énergétiques, il ne faut pas confondre énergie primaire et puis vecteur énergétique. Ça, c'est la spécialité de Bruno, qui va nous parler de ça donc, de manière très agréable et très précise au cours de l'heure et demie qui vient. Je vous remercie. On l'écoute. Merci Stéphane. Alors, je suis très content d'être avec vous. Moi, j'ai fait le SME qui fait partie aujourd'hui du groupe Ionis et j'avais fait l'option en nucléaire. Je m'étais intéressé aux éoliennes puisque j'avais fait un projet dans l'école qui avait reçu 19 sur 20. Il était assez original pour produire de l'électricité à partir d'un moteur asynchrone. J'ai travaillé aussi pour la Société Générale pour faire des économies dans le siège de la Société Générale. Ensuite, je suis parti vers l'informatique et je reviens vers mes premières amours qui est l'énergie. Et j'ai écrit différents articles, en particulier pour le SME sur l'hydrogène et sur les recherches de l'énergie. Et là, je suis avec une présentation qui est de 51 diapositives. Et on va essayer de tenir ensemble une heure et demie. Avec, de temps en temps, vous aurez un peu des quiz pour relâcher l'atmosphère et puis en même temps pour vous permettre de réfléchir un peu. Alors, comme on est nombreux, bon, peut-être que quelques personnes pourront répondre, mais sinon, c'est juste, je vous laisse un moment pour réfléchir et ensuite, j'afficherai la réponse. Et à la fin, on aura un peu de questions-réponses. Voilà le programme. Alors, je vous pose cette question pour commencer, parce qu'elle va poser le problème. Quelle activité humaine ou un domaine économique consomme le plus d'énergie en France? Donc, je pense que vous avez déjà des idées. Je vous écoute, même si on ne va pas faire forcément très bien. Attends, je fais avant. Je suis pas sûr, mais je dirais soit peut-être l'énergie. L'énergie. Non, mais c'est quelle énergie? Donc, c'est. L'énergie, ça répond pas. Si quelqu'un d'autre a une réponse. Non, c'est pas. Qui d'autre a une réponse? Le bâtiment. Ouais, c'est bien. Alors, répétez la question parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait écouté. La question, elle est affichée ici. Les industries ou sinon les habitations, je prends en régional. Oui, c'est bien. On ne va pas interroger tout le monde. Cécile, c'est bon, c'est juste pour régler le problème. Merci. Donc, effectivement, le bâtiment représente 45% de la consommation d'énergie primaire. Mais quelqu'un d'autre aurait pu répondre autrement. Il aurait pu répondre que c'est les transports. Pourquoi? Parce qu'il va dire que c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et le bâtiment représente le deuxième secteur le plus émetteur. Avec cette question, je vais vous faire comprendre que cette question est très mal posée et il ne faut pas y répondre. Elle n'a pas de réponse. Et on va voir comment il faudra y répondre plus tard. Donc, traiter l'énergie, c'est une question vertigineusement complexe. À l'origine, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était une question d'État, c'était une question de monopole, c'était une question d'ingénieurs, et il n'y avait pas de réglementation européenne comme aujourd'hui, il n'y avait pas de concurrence, l'électricité ou les autres énergies n'étaient pas un marchandage, il n'y avait pas plusieurs acteurs, c'était beaucoup plus facile. Donc, parler d'énergie, je ne vais jamais faire le tour du sujet et personne ne pourra le faire parce que c'est devenu idéologique. Donc, en gros, on va clarifier la notion d'énergie, on va
structurer les énergies et en conclusion, je vais émettre un avis sur la transition énergétique. L'analogie dramatique avec ce qu'on connaît, c'est notre organisme. Pour vivre, on a besoin de carburants, qui sont ce qu'on mange, on ingère, qui sont les calories. De la même manière que il y a 2 siècles, les calories étaient nécessaires pour les machines à vapeur. Encore aujourd'hui, pour beaucoup de machines thermiques, c'est des calories qu'on brûle, qui vont chauffer, qui vont faire de la vapeur et qui vont actionner les machines. Donc, elles s'alimentent en énergie carbonée, elles utilisent l'oxygène de l'air pour respirer. Elles en ont une forte avec nous et elles vont rejeter du CO2 comme nous rejetons du CO2. Comme disait Stéphane, on va parler des 3 familles d'énergie. Je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est structurant. On va parler des énergies primaires, celles que la nature nous donne, qui sont gratuites, je précise qu'elles sont gratuites. Le pétrole, le charbon, le gaz est gratuit. Ce qui va coûter, c'est d'aller le chercher. Mais la nature nous donne gratuitement. Donc, le nucléaire, l'uranium, c'est gratuit aussi. Le renouvelable également. Ensuite, il y a une deuxième famille d'énergie qui sont les vecteurs d'énergie. On va voir ce que c'est. Des énergies secondaires, manufacturées. Et enfin, on a les énergies finales. Si on regarde ce que c'est l'énergie primaire, vous avez un petit dessin là qui rappelle ce qu'on connaît actuellement en énergie primaire. Et c'est ce qu'on appelle le mix ou le bouquet énergétique. Et ça ne veut dire que ça. Parfois, les journalistes, les politiques, ou nous-mêmes, on se trompe. Le mix énergétique, c'est les énergies primaires. Il ne faut jamais l'utiliser pour autre chose. Donc, on a le fissile, l'uranium-235, le fusible, la fusion nucléaire, l'hydrogène, enfin, exactement les isotopes. Et puis, on a différents possibles, le charbon, que vous connaissez, le pétrole, les gaz, le renouvelable, le soleil, la pluie, tout ce qui est les hydrométéores, qui se récupèrent à travers les courants d'eau, les barrages, le vent, le renouvelable avec les marées, les courants marins, les vagues également, la biomasse qui peut être brûlée ou fermentée pour faire du méthane, du biogaz pour être précis. Alors, j'ai fait exprès cette couleur ici pour vous montrer que, en orange, c'est le soleil qui nous l'a fourni avec le temps. Donc le soleil, j'aime bien cette formule, on peut lui demander la lune, c'est lui qui a été à l'origine de toutes ces énergies qu'on voit ici en orange. Si on continue dans les énergies primaires, on a la géothermie. La géothermie, il y a 2 géothermies. Il y a celle où on va chercher la chaleur comme en Islande et on récupère la vapeur. Pour les pompes à chaleur chez nous, par exemple à la Défense, la tour Saint-Gobain, chercher l'énergie en bas. Et avec une pompe à chaleur, ils vont remonter la température, mais elle n'est pas suffisante pour chauffer les bâtiments. À partir de là, on peut prendre de l'eau, prendre l'air pour récupérer la chaleur. Dans les énergies primaires, on classe aussi des énergies fossiles fertiles. Une centrale nucléaire à uranium va fournir des déchets qui pourraient être réutilisés dans ce supergénérateur. Et puis, on a un déchet qui est la plus grande source d'énergie, ça s'appelle la chaleur fatale. C'est des chaleurs qui sont à basse température et qu'on ne peut pas récupérer facilement. La seule chose qu'on puisse faire habituellement avec la chaleur fatale, c'est de chauffer, de sécher. Et on ne peut pas faire grand-chose, la température est faible, c'est un déchet habituellement. Par exemple, sur un moteur de voiture, le moteur chauffe, c'est un déchet de chaleur. On va passer maintenant aux vecteurs d'énergie. On a vu les énergies primaires. Les vecteurs d'énergie, si je prends une roue à eau, là, le primaire, c'est l'eau qui arrive, et le secondaire, c'est le couple sur l'arbre. Donc, ce sont des vecteurs d'énergie, c'est-à-dire que ça permet de transporter l'énergie. Et donc là, la liste est infinie. On peut prendre l'énergie mécanique, l'électricité, très connue, le dihydrogène, qui lui-même va être, qui est un vecteur, va être retransformé en d'autres vecteurs. On a peut-être le temps d'en parler, de la chimie que permet de faire l'hydrogène pour faire des électrocarburants.
le méthanol, le méthane, l'ammoniac. Si on continue avec les vecteurs d'énergie, la vapeur pour la cuisson, le froid, l'essence, l'air comprimé, l'huile, les biocarburants, les ondes électromagnétiques, les lasers, les micro-ondes, tout ça sont des vecteurs d'énergie. Et si je fais cette classification, c'est parce que à l'échelle d'un pays, il n'y a que les énergies qui comptent, et à l'échelle du consommateur, il n'y a que l'énergie finale qui compte. Le vecteur d'énergie, c'est quelque chose qui est transparent pour l'utilisateur. Parce que l'énergie finale, c'est ce qu'on paye dans la facture. C'est ce qu'il lui reste une fois que ça a été transformé avec tous les rendements, que ça a été transporté, une fois que ça arrive chez lui. C'est ce qu'on appelle l'énergie finale. Donc pour l'économiste, pour celui qui paye, c'est ça qui compte. Et parfois, certaines énergies finales sont aussi des énergies primaires, le bois de chauffage ou le gaz naturel, par exemple. Donc je reclasse dans un petit tableau, petit schéma, la classification des énergies. On a la production qu'un pays peut exporter. Il peut également importer, par exemple pour nous, on peut importer du pétrole et le raffiner. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau d'un pays, le flux d'énergie d'un pays. Soit il l'a chez lui, soit il l'importe. Il le transforme, il le convertit, il y a des pertes, et ça devient de l'électricité, du biogaz, de l'essence, et c'est la consommation finale qui est au bout de la chaîne. Alors, la question initiale de l'exposé n'avait pas de réponse. Et je suis attaché au sens des mots, à savoir que on ne peut pas comparer des énergies, sauf si on les compare en tant qu'énergie primaire. Par exemple, on ne peut pas comparer du pétrole et de l'électricité, puisque l'électricité est un vecteur d'énergie qui a utilisé une énergie primaire pour exister. Donc on ne peut pas, c'est comme si on dit, finalement, à certains pays, je donne du blé et du pain. C'est impossible. Si je donne du blé, eh ben, je ne peux pas donner du pain parce que je dois transformer le blé en pain. Et si je donne du pain, je ne peux pas donner du blé parce que je vais transformer moi-même le blé en pain. C'est des choses qui ne sont pas comparables. Donc le pétrole est utilisé pour chauffer, pour faire les moteurs, l'électricité, la pétrochimie. Et l'électricité vient de plusieurs sources. Et c'est ce qu'on appelle le mix électrique. Donc d'un côté, on a le mix énergétique qui sont que les énergies primaires. Et de l'autre, on a le mix électrique. Et ne pas confondre les deux. Là, j'ai vu par exemple la promotion pour l'hydrogène. Ça m'a fait bondir. On parle d'une opportunité pour le mix énergétique. C'est absolument pas crédible. La personne qui a écrit ça a mieux fait de se taire. Le mix énergétique, c'est que primaire, l'hydrogène, c'est secondaire. Ça n'a aucun sens. Pareil, ici, on a le pôle énergie. Heureusement, dans l'article, le pôle énergie met en place des architectures électriques. Heureusement qu'il a précisé électrique, parce que énergie ne peut rien dire. En réalité, il voulait dire le pôle électrique met en place des architectures. Pareil, on ne peut pas comparer le nucléaire avec le charbon, parce qu'on ne fait pas la même chose non plus. Le nucléaire, ça ne sert qu'à faire de l'électricité, et le charbon, ça sert à beaucoup de choses. Et d'abord, à être brûlé, et ensuite aussi, ça peut servir en chimie. Donc là, je vais vous proposer un petit quiz. Et s'il y a un microphone. Est-ce que l'électricité est le point commun entre l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire? Qui veut répondre? Répondre. Ça se bouscule. Rassurez-vous, il y a la réponse après. On piège ou pas? Non, ce n'est pas une question piège, c'est pour faire avancer le débat. Il y a le jeune homme. Il est là, au milieu.
Je voudrais passer à demander, ça fait l'exploit des énergies primaires. Entendu? L'exploit des énergies primaires. Ce sont des énergies primaires, oui, c'est vrai. Et tu as raison, merci d'avoir pris le microphone. Et en réalité, oui, il y a un point commun, malgré que ce soit toutes ces énergies primaires, aujourd'hui, on ne peut en faire rien d'autre que de l'électricité. C'est-à-dire qu'on peut comparer, entre guillemets, l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire, parce que ça va ne faire que de l'électricité. Maintenant, comment comprenez-vous le titre de cet article? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre, je vais répondre moi-même. Les députés votent la suppression de 50% de nucléaire dans le mix énergétique français. Encore une fois, l'article, je cite son nom, il s'appelle Théo, n'a rien compris. Parce que la vraie réponse, c'est un autre journaliste qui l'écrit. Le nucléaire peut faire des députés à la suppression décriée du plafond de réduction, et il s'agit du mix électrique. Ça n'a rien à voir. Parlons globalement d'énergie. Avant la révolution industrielle, l'énergie était thermique et essentiellement de la biomasse. On brûle de la bouse de vache, on brûle du bois, on brûle de la paille. Et la révolution industrielle, c'est également la même chose. On brûle du charbon. L'énergie mécanique était de la force musculaire de l'homme, et malgré tout, ils ont fait des cathédrales. Et 30% étaient fournis par les animaux traits, donc c'est approximatif, quelques moulins à eau et à vent. Donc l'énergie était 100% renouvelable. Là, je m'inspire de diapos de Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez. Et ça montre bien combien on est dépendant et combien on a de la puissance grâce à l'énergie. Avec nos jambes, un cycliste est capable de déployer 100 watts. Avec ses bras, 10 watts, avec les deux bras. Il y a un rapport de 10 entre la puissance des jambes et des bras. Ce n'est pas grand-chose. Si on prend un petit tracteur à 2 roues motrices, il fait 50 kW, l'équivalent de 500 paires de jambes. Par exemple, si ce tracteur tire une charrue, ça veut dire que c'est 500 personnes qui tireraient la même charrue avec leurs jambes. Ça donne une petite idée, c'est un petit tracteur. Si on continue dans les tractopelles et les pelleteuses, on a le double de puissance. Si on continue sur les camions, on a 400 kW, 4000 paires de jambes, ça veut dire 4000 personnes. Si on prend un avion au décollage, qui est votre domaine, décollage, on a 100 MW. 100 MW, 10 avions qui décollent en même temps, c'est un réacteur nucléaire. Et si on prend un laminoir, c'est la même taille. Sauf que le laminoir, avant, c'était tapé à la main, à la forge. Ça ferait 10 000 paires de bras. Et je reprends une autre diapo de Jean Covici, qui fait la synthèse de toutes les machines que nous utilisons, y compris la maison, que ce soit le lave-linge, le mixeur, toutes ces machines, plus par carburant, que ce soit du charbon, du gaz, du pétrole, du nucléaire, ça nous fait en moyenne 200 esclaves énergétiques à nos services. Ça, c'est la moyenne mondiale. En France, on est à 600. Donc, tout ce qu'on a comme ici, comme électronique, comme éclairage, vous voyez, se détasser, le métro, etc., en permanence, on a l'équivalent de 600 personnes qui travailleraient pour nous, grâce à l'énergie. C'est une vraie addiction. Donc, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle réalise tous nos désirs, finalement. D'être ici et à Toulouse en même temps. La vitesse, la précision, la force, elle amplifie notre transformation du monde. La mondialisation via l'énergie. Il y a plein de choses qu'on appelle des acquis sociaux qui ont été permis, non pas parce qu'il y a eu des revendications, il y a toujours eu des revendications, parce que ces revendications peuvent aboutir grâce à l'énergie. Le salariat féminin, les congés payés, les remboursements de santé. L'agriculture, beaucoup moins d'agriculteurs, je ne connais pas les chiffres, mais pour nous nourrir, il n'y a presque plus personne. Et avec l'énergie,
leur effort est multiplié pour nous nourrir. On ne parle pas de ce qui est domestique. Donc, en gros, la conclusion, c'est que dans tous les pays, on voit que l'énergie par habitant est directement égale à son niveau de vie. Donc, c'est le même tableau, c'est linéaire. Donc, c'est très important plus tard parce qu'on verra ce qui se passe en France. Le PIB, si le PIB était sans inflation, on pourrait suivre le PIB avec le nombre d'habitants et on aurait le niveau de vie par habitant. Ça, c'est un schéma que vous devez connaître qui montre l'évolution des énergies primaires mondiales, pas françaises, mondiales. Et on s'aperçoit qu'en fait, avec le temps, et on s'aperçoit que le carbone aussi augmente. En gros, la conclusion, c'est que les énergies carbonées augmentent et par-dessus se rajoutent des nouvelles énergies comme l'hydraulique, le nucléaire, les énergies renouvelables. Donc, il ne faut pas partir avec l'idée que ça va remplacer. On le voit, c'est réaliste. Enfin, si on veut continuer dans notre croissance. En 1974, comme aujourd'hui, 80% de l'énergie fossile. Et maintenant, si je regarde l'électricité, tout à l'heure c'était les énergies primaires, maintenant c'est l'électricité mondiale, eh bien, on voit que la consommation électrique augmente, et de la même façon qu'en primaire, on a les énergies fossiles qui augmentent. Dans 2025, la Chine et l'Inde produiront 60% du CO2 mondial. Et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Je voudrais vous donner une idée de ce que c'est qu'une puissance. 1 kW électrique, c'est un petit groupe électrogène qu'on voit sur les marchés pour alimenter l'étal, la franchise de jambon, l'éclairage. Et puis, c'est également une petite batterie qui pourrait être alimentée par des panneaux solaires, sachant que les panneaux solaires ne sont pas 1 kW, mais la batterie va pouvoir délivrer 1 kW. Une fois plus, ça fait 1 MW. 1 MW, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe électrogène qui est semi-porté sur comme vous le voyez sur la photo. Donc, c'est la puissance qui est nécessaire pour un hôpital ou un data center. Par exemple, on isole l'hôpital des fardeaux, on met ce groupe électrogène, ça permet d'alimenter l'hôpital ou le petit hôpital ou le data center. Il y a un rappel sur ce que c'est que la différence entre énergie et puissance, mais je pense que vous savez, la puissance c'est instantané, l'énergie c'est la puissance multipliée par le temps. Et 1 gigawatt, maintenant, pour voir ce que ça représente, c'est la puissance électrique fournie par un réacteur nucléaire. C'est la puissance, pratiquement, c'est le même ordre de grandeur qu'une tranche de centrale à charbon. Et en France, on a le barrage de Grand Maison, qui lui a une puissance de 1,1 gigawatt. C'est presque 2 réacteurs nucléaires. Alors on est d'accord qu'ils se vident à toute allure si on les utilise naturellement. Et pour rappel, une grosse éolienne, bon, c'est 5 mégawatts. Là, j'ai encore un petit quiz pour vous, si vous avez le courage. Donc, sur le site d'Enedis, puisque le microphone est... Oui, merci. Sur le site d'Enedis, on lit ceci. Donc, on voit que mardi, il y a une consommation de 8,3 kWh. Et la légende, c'est puissance max en consommation. Est-ce que vous comprenez cette affirmation? Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous apprenez à l'école et ce que vous avez appris au lycée? Alors, qui veut répondre? Ils sont tous occupés avec autre chose. Comme on vient de le dire, la puissance c'est instantané alors que l'énergie c'est par exemple pendant 1 heure, donc là ça devrait être énergie. Exactement. Merci. C'est exactement ça.
C'est-à-dire qu'on est arrivé, excuse-moi, je suis un peu violent, à un tel degré d'inculture que même Enedis raconte des erreurs dans son site. Bien sûr que ce n'est pas une puissance, c'est une énergie. Et le problème, c'est que si Enedis se trompe, tout le monde va se tromper. Puis, ces affichages sont contre une cible. La bonne réponse, c'est consommation maximale, mais pas puissance max. Ça n'a pas de sens. Ah, ça vous intéresse davantage. Est-ce que les énergies primaires renouvelables sont intermittentes? C'est une question intéressante. C'est la réponse. C'est pas, j'ai compris. Avec les courageux qui prennent le doigt. La réponse, on l'a, rassurez-vous, c'est juste pour dire. Redites la question. La question, est-ce que les énergies primaires renouvelables sont intermittentes? Il y en a un qui dit oui, là. Donc, qui a dit oui? Oui, oui. Bon. La réponse, c'est ça dépend. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire ces petits. En gros, c'est pratique de retenir qu'il y en a 5 énergies renouvelables. Et les 5, je vais vous donner l'astuce pour les retenir si vous ne les souvenez pas. Prenez la main. Et vous dites, en haut, il y a le soleil. Ensuite, l'index, c'est en pierre, c'est la pluie, l'eau, la neige. Horizontal, c'est le vent qui souffle. L'annulaire, c'est là, c'est la biomasse. Et en dessous, en bas, c'est tout ce qui est thermique, c'est-à-dire aller creuser, chercher de la chaleur, aller en chercher dans l'air, aller en chercher dans l'eau. Voilà en gros les 5 énergies renouvelables. Quand on parle d'énergie renouvelable, on pense à ces 5-là. Maintenant, est-ce qu'elles sont intermittentes? Pas tout à fait. Parce que dans les intermittentes, il y a juste le solaire et l'éolien. On a l'hydraulique qui est pilotable, les barrages. On a la biomasse, on coupe le bois, on ramasse les algues. Et ce qui est exthermie, on l'a à profusion. Une autre question, est-ce que le gaz naturel est renouvelable? Alors, le gaz naturel, c'est plus facile, ça. Qui peut répondre? Allez. Oui. Et il y a quelqu'un qui pense le contraire ou pas? Pas qui disent non. C'est pour faire débat. Moi, c'est pas forcément renouvelable. Qu'est-ce que c'est du gaz naturel? C'est quelque chose qui va avec de la biomasse, mais c'est pas. Ok. Alors, je vais répondre. C'est historique le nom naturel. C'est historique parce que avant, on avait du gaz de ville, du gaz, oui c'est ça, gaz de ville. Vous avez entendu parler des usines à gaz. L'expression vient du fait qu'on fabriquait du gaz pour l'éclairage, pour la cuisson, pour le chauffage. Et ce gaz de ville s'opposait au gaz naturel qu'on trouvait naturellement dans la nature. Donc le gaz naturel, ça veut juste dire du gaz qu'on trouve avec le pétrole. Donc il est aussi renouvelable ou aussi plus renouvelable que le pétrole. C'est la même chose. C'est clair pour vous? Ce petit tableau résume ce que je disais là. Les 5 énergies renouvelables. Le vent, la géothermie, donc dans cette image de géothermie avec des volcans en Islande, le soleil, je précise qu'il y a 2 façons de récupérer la chaleur du soleil, soit
en transformant les radiations, les rayonnements en électricité ou en chaleur. Et en chaleur, ça peut aussi faire de l'électricité parce qu'on va faire des panneaux solaires à concentration, on va faire chauffer le liquide qui va transformer en vapeur. Et puis, on a la biomasse qui peut brûler ou devenir du biogaz. Et on a l'hydro, qu'on a évoqué aussi. La dernière question, c'est utiliser les énergies renouvelables pollue. J'ai mis un point d'exclamation parce que je sais que la question est difficile et je vais donner tout de suite la réponse. Oui, mais quelle pollution? Parce que on sait les débats qu'il y a sur les éoliennes pour la biodiversité, on sait les débats, non, ça ne peut-être pas parce que c'est assez peu connu, les barrages en France, on en a construit depuis un siècle, on en retire, on en efface le vocabulaire ici, 40 par an, qui fabriquaient l'électricité parce que ça permettait plus aux anguilles de remonter. Donc pour la biomasse, c'est une pollution. Pour le CO2, les métaux rares, etc., ça peut être une pollution pour la fabrication. Mais quand on parle d'énergie renouvelable, il faut voir qu'il faut les raccorder au réseau. Si on fait du biogaz, il faut raccorder au réseau. Si on fait de l'électricité, il faut raccorder au réseau aussi. Donc c'est une question auquel je ne vais pas répondre ici. Sans parler du démantèlement. Ça fait 35 minutes. Non, il reste 55 minutes. 56 minutes. Tant pis, on a passé cette gamme. On va plus parler du monde, mais de la France. Là, on est sur les énergies primaires en France. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a eu un pic dans les années 2005, il y a eu un trou en 2008, et ensuite ça redescend. C'est intéressant de voir que ça redescend en France, les énergies primaires. Et puis à côté, bon, il y a les proportions des énergies primaires. Mais on peut l'interpréter de différentes façons. Et je rappelle que la population continue d'augmenter. On le verra en conclusion. Certains économistes parlent de ralentissement. Des écologistes se réjouissent qu'on consomme moins d'énergie. Et des sociologues vont parler d'appauvrissement. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau de richesse d'un habitant est lié à la consommation de l'énergie. Et là, on le voit bien, on a une baisse. Cette baisse, elle est aussi liée aux délocalisations de l'énergie, elle est liée aux industries, pardon, elle est aussi liée peut-être à des économies, des choses comme ça. Mais globalement, de 90 à 2022, on est passé de 58 à 68 millions, c'est pas rien. Mais on est avec la même consommation d'énergie. Donc on peut quelque part s'en réjouir, mais en même temps, l'année dernière, en France, en 2022, on a atteint le seuil de 10 millions de pauvres. Il n'y avait pas besoin des statistiques pour le voir, parce qu'on le voit ici. Vous devez connaître comment fonctionne une centrale thermique. Je vous le résume, parce qu'après, il y a un petit quiz. Donc, c'est la même chose, une centrale nucléaire pour une centrale thermique. Vous avez compris qu'il y a une grosse marmite qu'on chauffe, produit de la vapeur. Ici, on chauffe, on génère de la vapeur. Ce jet de vapeur passe dans des turbines qui entraînent un alternateur qui est transformé, élevé en tension, et ça part vers le réseau électrique. Et comme toute machine thermique, il y a deux sources de température, le chaud et le froid. Parce que, ultimement, il faut refroidir la vapeur, la condenser, qu'elle reparte en liquide pour être remise en pression dans la chaudière. Un réacteur nucléaire, c'est la même chose. On a la cuve, la grosse enceinte métallique, ce que vous voyez, c'est que le béton autour. Pardon, ça c'est la cuve métallique, et ce que vous voyez, c'est le béton autour. On chauffe l'eau qui est en circuit fermé, elle est radioactive, elle est contaminée.
On passe dans un échangeur, et cet échangeur, lui, va fabriquer la vapeur, qui va alimenter les turbines, et qui va envoyer l'électricité vers le réseau. Et pour refroidir, on peut faire différentes façons, soit avec de l'eau de la rivière, soit de la mer, soit des tours de refroidissement, où on envoie l'eau par ce conduit, en hauteur, l'eau tombe sous forme de pluie, se refroidit, avec la vapeur qui s'échappe, et elle revient ici dans le circuit pour être réchauffée à nouveau par l'eau du réacteur. Donc si on fait une différence, là on a deux circuits, le circuit directement de chauffe, et là on a trois circuits parce qu'il y a le circuit premier qui est isolé. À partir de là, on retrouve la même chose que dans une centrale thermique. Alors là, j'ai besoin encore d'un volontaire. Quel type de centrale voit-on sur ces photos? On va commencer la première, à gauche. Je pense que la première photo, c'est une centrale. C'est une centrale à gaz et la deuxième, c'est une centrale nucléaire. Ok, merci. Alors, je vais te répondre. Tu as raison, c'est vrai, c'est à gaz. Et pourtant, il y a des réservoirs. C'est des réservoirs de pétrole. Donc, en réalité, c'est une centrale qui marche. Qui marchait parce qu'elle est arrêtée maintenant. Avec deux sources d'énergie. Et le gaz n'est pas sous forme de réservoir dans une centrale. Il arrive par le sol avec des tuyaux qui font 1,80 m, avec beaucoup de pression. Et ils alimentent ces deux cheminées-là. Et le pétrole qui est là était brûlé dans ces quatre cheminées. Donc oui, c'est à gaz, mais pas que. Et la deuxième réponse, c'était nucléaire. C'est ça que tu avais dit? Tu avais dit nucléaire, c'est ça? Bon, c'est bien d'avoir pris le courage de le dire. Effectivement, c'est un peu trompeur parce qu'on a des tours de refroidissement. En réalité, c'est une centrale à charbon. Et vous le voyez ici, le charbon, avec les tapis roulants qui alimentent les chaudières. Donc, quand vous voyez des tours de refroidissement, ça ne veut pas dire que c'est nucléaire, ça veut juste dire qu'on a besoin de refroidir la centrale et qu'on n'a pas assez d'eau par proximité pour refroidir la centrale, donc on va prendre l'air et refroidir la centrale. Et pareil, là je vais poser la question, si quelqu'un veut répondre. Le jeune homme avec le t-shirt et la barbe. Tu sais, ouais, toi. Il est courageux, lui. C'est lequel? Il est derrière. Non, mais t'es trop fier, j'ai peur maintenant. Arrête, t'as la pression. Allez, la droite, c'est nucléaire. Droite, c'est nucléaire. Oui, Ouais. oui, oui. Et à gauche, on va dire charbon. Ah non, il y a pas là-dessus. C'est pas là-dedans. Elle est produite pour la nucléaire. Alors, je te réponds. C'est nucléaire, oui. Tu vois les deux. Les deux constructions béton, c'est le réacteur à l'intérieur. Et on refroidit avec l'air. Là, comme on vit ici, on a trois réacteurs et trois usines électriques qui sont là. Et on n'a pas de tour. Pourquoi? Parce que la mer est infinie. Donc on va refroidir dans la mer, on ne s'inquiète pas. Donc c'est la mer qui va refroidir. Alors un petit quiz là. Quelle est la différence entre un réacteur et une centrale nucléaire? On a déjà répondu. Ouais. Une centrale, c'est composé de plusieurs. Exactement. Une centrale est composée de plusieurs réacteurs, on l'a vu. Oui. En général, 2, parfois 3 ou 4.
Et après, vous avez déjà entendu parler de problèmes thermiques dans les centrales en période de canicule. Qu'est-ce qu'est le problème? Il y en a un qui... Oui, vas-y. Vas-y, lève-toi quand tu parles, c'est plus facile pour nous. Alors, le problème avec la température, justement, pendant la canicule, c'est justement l'eau, elle rentre justement par un fleuve de la mer. Et le problème, c'est que quand il fait chaud, ben, l'eau qui est censée refroidir, elle est déjà chaude. Et du coup, ben, Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas tellement ça la question, c'est qu'on réchauffe trop l'eau. Et donc, toute la biodiversité, un choc thermique. Parce qu'on peut utiliser toute l'eau, mais ça va déranger la faune et la flore. Et puis également, dans les centrales qui ont des tours, on a des évaporations, et on va prendre l'eau de la rivière pour refroidir, compenser l'évaporation. Donc, non seulement on peut réchauffer l'eau, mais en plus, on peut diminuer le volume d'eau en faisant refroidir les centrales. Et ça, c'est valable nucléaire ou thermique, hein, charbon, gaz, tout ce que vous voulez. Le facteur de charge. Et on a vu l'énergie publique, c'est très idéologique. Et donc, les promoteurs de l'éolien vont avoir des raisonnements, du nucléaire d'autres, etc. Le point qui peut essayer de les remettre d'accord, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Le facteur de charge traite de l'énergie, c'est-à-dire avec le temps, combien on a produit d'énergie. Et pas de la puissance. Donc, il intervient, il tient en compte le caractère intermittent de la source d'énergie, l'éolien, le solaire, l'hydraulique au fil de l'eau, les opérations de maintenance, les pannes d'équipement et les besoins du réseau. Parfois, on a trop d'électricité, donc on n'est pas obligé de fournir tout, on est obligé de travailler à puissance inférieure. C'est le facteur de charge. Et c'est ce qui permet un peu de comparer les énergies. Par exemple, un réacteur nucléaire d'1 gigawatt a un facteur de charge de 70% de pilotage. Et c'est pilotable, hein, 70%, et il est pilotable. Une éolienne de 2,45 MW avec un facteur de charge de 22%, qui en plus est non pilotable, permet un peu de comparer un réacteur avec des éoliennes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on le voit trop souvent, entendre parler de comparaison de puissance entre un réacteur et du photovoltaïque, par exemple. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est l'énergie. Là, une demi-heure. Pardon. Parler trop de ce générateur, mais comme dans ma conclusion, je l'évoque, j'en parle maintenant. Les surgénérateurs, c'est super simple. Des réacteurs nucléaires à fission, pas à fusion, qui vont récupérer des déchets des réacteurs traditionnels, qui vont également récupérer du thorium et du plutonium, et qui vont refaire brûler, entre guillemets, ces combustibles pour en faire de l'électricité. Donc c'est un projet qui est dans plusieurs pays. On avait en France et qui a été abandonné. Le principal était Superphénix, 1,24 gigawatts, qui a été mis en service en 84 et qui a été arrêté en 97. Je vous parle de ça parce que c'est une possibilité dans le futur. Dans les conclusions, je parle du futur. Mais c'est quelque chose qu'on oublie dans les conversations. On pense toujours au nucléaire avec l'uranium. Mais il faut avoir ça en tête que déjà la France y avait pensé, l'Inde, la Russie, tout le monde y pense. On va pas parler de l'électricité en France. Voilà un petit quiz là.
En France, 13% de l'énergie primaire est renouvelable. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors, qui veut répondre? Moi, je pense que c'est 7%. 7%. Bon. Oui, 13% en France. Merci. 13%, principalement hydraulique et éolien. L'énergie est déjà décarbonée grâce au nucléaire. Qui veut répondre? L'énergie est déjà décarbonée grâce au nucléaire. Qui veut répondre? Ah, qui a dit oui? C'est pas oui. Quoi? Il a répondu quoi? On dit oui. Il a répondu oui. On lui demande pourquoi. Non, non, je ne veux pas l'embêter. Enfin, si c'est répondre, je peux bien, mais je ne suis pas là pour le mettre mal à l'aise. Je pense qu'on est le plus gros, un des plus gros pays qui fait de l'énergie nucléaire en France. Et dans Ah bon, oui. du coup, je pense que oui, ça peut être énormément décarboné. Ok. Alors, c'est précisément, il y a des petits pièges parfois dans les questions. C'est une question qui ne veut pas dire grand-chose. Quelle énergie? Si on est pour l'électricité, comme tu l'as sous-entendu, et c'est vrai, elle est décarbonée à 92% en France. Donc en fait, on fait des gros efforts contre le carbone et l'électricité. Mais pour l'électricité seulement. Hein. Mais on fait le financement d'électricité carbonée, c'est pas grand-chose. Ah oui, les rendements, ça je pense que vous connaissez. Je ne vais pas vous poser la question, mais c'est important parce que quand on fait de l'énergie primaire qui devient un vecteur d'énergie, qui à son tour devient un autre vecteur d'énergie, on perd à chaque fois par une multiplication. Par exemple, une conversion d'uranium-235 en électricité a un rendement d'un tiers. Et si cette électricité elle est produite par un réacteur alors qu'on n'en a pas besoin, on va la remonter dans un barrage hydraulique pour la returbiner plus tard. Le rendement d'une station de pompage, c'est 3/4. Donc, transformer de l'électricité nucléaire pour la stocker, on va avoir un rendement de 25%. Ultimement, la totalité de la consommation électrique devient de la chaleur. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord ou pas? C'est une question compliquée. Non, pas celle-là. Ah, je ne sais pas. Moi, je l'aurais dit non. Toi, tu aurais dit non. Est-ce qu'il y a un avis contraire? Est-ce que quelqu'un a dit Ah, Je dirais oui, car il doit y avoir un truc d'irréversibilité qui fait qu'à la fin, on arrive toujours à de la colère. exactement. Merci. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, si on consomme, par exemple, ici 500 watts d'éclairage, on a exactement 500 watts de chaleur qui nous arrive. Toute l'énergie se finit en chaleur. Et la chaleur, c'est l'énergie la plus dégradée. Si vous prenez une balle de fusil qui s'écrase contre un mur, si la balle s'écrase, c'est aussi parce qu'avec le choc, elle a été tellement chauffée qu'elle est ramollée. L'électricité d'une batterie au téléphone, quand il aura consommé toute la capacité de sa batterie, l'intégralité de la capacité de la batterie aura été transformée en chaleur. Mais vous ne le sentez pas, et ça a été transformé en chaleur. Alors maintenant, on va parler un peu du stockage de l'électricité. L'hydrogène, c'est une bonne idée. Et c'est parce qu'on a trop d'électricité quelque part. C'est-à-dire qu'on a
une électricité qui était aléatoire, intermittente. Quand on en a trop, on se dit on ne peut pas l'utiliser, donc on va essayer de la stocker. Et pour la stocker, on va électrolyser l'eau pour en faire de l'hydrogène. Donc, c'est une nouvelle utilisation de l'hydrogène, ce n'est pas une idée géniale, c'est juste parce qu'on a trop d'électricité. Et ensuite, avec l'hydrogène, on va faire toute une série de transformations chimiques, on verra un peu plus tard si on a le temps. Donc, vous savez qu'on produit de l'hydrogène par électrolyse, essentiellement. On va regarder comment marche une voiture par hydrogène. Ça prend que pour les avions, il y a d'autres diapositives écologiques qui ne sont pas là. Une voiture à hydrogène, on a d'abord la pile à combustible qui va produire son électricité. Et cette électricité va partir pour charger une batterie. Et en même temps, elle va, quand on a besoin, alimenter le moteur. Donc, il faut voir qu'une batterie, une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Cette batterie, cette pile à hydrogène est incapable de fournir la puissance nécessaire au moteur pour avoir l'accélération nécessaire. Donc, en réalité, cette pile à hydrogène, elle fonctionne à peu près avec un régime constant. Quand on n'a pas besoin de puissance, on charge la batterie. Et quand on a besoin de puissance, on vide la batterie dans le moteur. Comme on ne veut pas parler de voiture électrique, ni de batterie dans une voiture à hydrogène, on va parler de booster. Mais sachez qu'un booster dans une voiture à hydrogène, c'est une grosse batterie. On a parlé de le futur, parce que j'en parle dans ma conclusion. L'autre futur qui est lointain, celui-là, c'est la fusion des isotopes d'hydrogène. On va les rassembler pour faire de l'hélium. Donc, au lieu de casser un atome d'uranium, on va faire converger deux atomes d'hydrogène. Ça alimente, c'est l'énergie qui alimente les étoiles dans notre Soleil. Donc, ça fait rêver. Et ça fait depuis les années 50 qu'on a fait exploser la première bombe H avec cette méthode-là, de fusionner les deux atomes d'hydrogène. Et on voudrait pouvoir le contrôler. Tous les laboratoires des pays riches travaillent dessus. Aujourd'hui, aucune application industrielle n'est disponible. Donc, si on veut regarder les proximités des issues pour faire de l'électricité décarbonée, on a premièrement les supergénérateurs, et dans un futur inconnu, la fusion nucléaire. Les deux sont atomiques. Maintenant, je vais faire une présentation du fait que derrière, quand on a fait l'hydrogène, on ne peut pas utiliser l'hydrogène toujours tel que, on va pouvoir le transformer en d'autres carburants, par exemple en l'associant avec du dioxyde de carbone, du CO2, à la sortie des cheminées, des cimenteries par exemple, ou avec de l'azote, et ça va nous faire. Le problème de l'hydrogène, c'est que c'est l'élément le plus léger de l'univers. Il est très fuyard, il passe partout. On est même obligé sur des capteurs qui marquent dans l'industrie chimique de pression et de température. Même les capteurs, quand on les met sur de l'industrie d'hydrogène, laissent passer l'hydrogène. Donc on est obligé de les recouvrir avec une feuille d'or. C'est très difficile l'hydrogène à manipuler du point de vue industriel. C'est plus facile de transformer cet hydrogène dans un autre liquide ou gaz. Donc c'est des diméthanol, des ICH4 ou de l'azote. Ça, c'est de la chimie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire avec de l'hydrogène, donc on a besoin d'un électrolyseur, on peut faire du méthanol. C'est plus facile que l'hydrogène. On transforme l'hydrogène qui sort du catalyseur en méthanol.
faire avec un électrolyseur du métal qu'on va renvoyer dans le réseau national. On peut faire, par exemple, de l'ammoniac. Et ce projet, vous avez entendu parler de cette fameuse ville Neom qui se trouve près du canal de Suez, près d'Égypte, où ils veulent mettre des électrolyseurs de 4 gigawatts pour faire de l'ammoniac en prenant l'azote de l'air. Donc l'idée, c'est de dire que on va le mettre dans des navires. Une fois que c'est en Europe, on va pouvoir ressortir l'H2 de l'ammoniac. Et également, l'ammoniac, ça peut être un carburant directement utilisable pour le navire. Oui, vous avez des patients, on arrive à la conclusion. La transition énergétique, on en parle beaucoup, et c'est un sous-ensemble de la transition écologique. Quand on regarde finalement la transition énergétique, l'objectif, il est davantage de décarboner que d'éviter la pollution. Alors, c'est un peu difficile à dire et à entendre, mais en réalité, partout, vous avez les grands arguments neutres en CO2. Et derrière, un peu la pollution, c'est un mal nécessaire. Donc, l'idée, c'est de réduire les combustibles fossiles pour faire du CO2. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire aussi? La transition énergétique, la première chose, c'est de décarboner, on oublie la pollution. La deuxième chose, c'est de dire, on va tout faire électrique. Et donc, l'éolien, le photovoltaïque, l'électronucléaire, la pompe à chaleur, l'hydrogène et autres électrocubes, carburants, les batteries, font partie de la transition énergétique et c'est l'électricité. L'autre partie de la transition énergétique, ça sera de réduire nos consommations. L'isolation des bâtiments, la mobilité douce, c'est marqué dans le slogan, je crois, donc de la marque jusqu'au transport collectif, le low-tech, moi j'aime bien cette vision, de faire des choses manuelles, café à la main, avec un bloc de savon, d'avoir des robinets qu'on actionne avec un capteur. On va augmenter les rendements. Ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, comme je vous le disais, on est inconsciemment dépendant de nos super-pouvoirs qui viennent de l'énergie primaire. Alors, actuellement, on utilise essentiellement de l'énergie primaire qui est pilotable et dense. Le mot dense est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une centrale électrique, dans une chaudière, dans très peu de volume, dans très peu de surface, on a beaucoup d'énergie. Et on va voir que les énergies renouvelables, ce n'est pas le cas. C'est pilotable, dense et facilement exploitable avec une grande efficacité. Donc, les énergies en question, c'est le charbon, le pétrole, le gaz hydroélectrique et l'uranium. Si on regarde les alternatives, sauf pour l'hydroélectricité, qui est inclus dans les deux cas, on a soit pour faire de l'électricité, puisque la transition énergétique sera électrique, on peut faire des centrales, je mets atomiques parce qu'on a dit qu'il y avait le surgénérateur et la fusion, ou diffuse et renouvelable. Donc on a vu les 5 doigts. C'est mûr, mature. Au niveau industriel, c'est mature. Ça, c'est pas du tout mature, c'est l'état démonstratif. Donc, ces alternatives-là, en gros, il n'y a que ça qu'on pourra regarder aujourd'hui. Celles qui sont diffuses et renouvelables. Et si on va regarder dans le détail, certes, les dernières sont renouvelables. En théorie, illimitées. Mais elles sont aussi diffuses. Si on regarde, par exemple, si c'est vrai, mais ça donne un ordre d'idée. Si on voulait faire l'équivalent de l'énergie, pas la puissance, de l'énergie d'un réacteur nucléaire comparé à du photovoltaïque en France, il faudrait 55 km². C'est pour vous montrer la différence entre quand elles sont diffuses et denses, les énergies. La rentabilité économique, elle vient de la densité. Elle ne vient pas seulement de la technologie.
Sans compter des éoliennes, il en faudra beaucoup pour avoir la même chose qu'une centrale à gaz. C'est difficile de récupérer l'énergie dans une station diffuse. Et dans le cas solaire et éolien, donc on a vu que ça ne faisait que de l'électricité, et il y a un gros problème aussi, c'est que l'électricité qui est fournie par le photovoltaïque et l'éolien sont des onduleurs, et ils sont suiveurs, c'est-à-dire que qui fait le rythme dans un réseau, le nôtre, c'est les gros alternateurs. Ils fournissent la fréquence et l'inertie. Et les énergies renouvelables sont suiveuses. Et il y a beaucoup de cas où, quand on a mis trop d'énergie renouvelable, dans ces deux cas-là, eh bien, on a du mal à redémarrer parce qu'il faut un maître. Et le maître, c'est l'alternateur traditionnel. Et aujourd'hui, on est en train de mettre dans les réseaux. C'est pour ça que d'ici 2040, c'est bientôt 2040, et RTE vont investir 96 milliards d'euros, pas pour fabriquer des énergies, mais pour les absorber. Ça veut dire que derrière, la facture, elle va intégrer la modification du réseau. Et une des modifications des réseaux, c'est de faire des alternateurs artificiels qui ne servent qu'à rien pour absorber les variations. Par exemple, le problème, c'est le suivant, c'est que j'ai une usine qui est sans électricité. On remet un disjoncteur, une grosse à la minera. Les alternateurs vont l'encaisser. Il y aura un court-circuit, entre guillemets, dans l'alternateur, il va l'accepter. Si vous faites ça avec du solaire ou d'éolien, comme c'est que électronique, ça crame tout de suite. Et alors, c'est le fusil qui saute et plus rien ne marche. C'est pas du tout les mêmes énergies. Donc, on ne peut pas dire, oh oui, c'est de l'électricité, je remplace un par l'autre. L'éolien et le photovoltaïque, qui sont quand même très importants chez nous, les partenaires neutres, sont intermittents. Ça veut dire qu'il faut derrière un relais d'énergie pilotable. C'est-à-dire qu'on voit dans la météo qu'il peut y avoir de vent, on allume les centrales à gaz. Il faut les avoir en backup, en stand-by. Et au niveau de l'hydroélectricité, c'est un cas à part. En France, on réduit le parc actuellement de barrages hydroélectriques. Les possibilités sont atteintes. Et en plus, pour la biodiversité, qui est un peu antinomique, hein, soit on protège le climat, soit la biodiversité, on a choisi de protéger la biodiversité au détriment du climat, donc on détruit des petites centrales électriques, hydroélectriques. Voilà. Alors, l'efficacité énergétique, c'est une solution, c'est-à-dire de consommer moins. C'est ce qu'on a vu dans la consommation électrique en France, par exemple. La sobriété, c'est aussi une façon de consommer moins. On a le fait qu'on consomme moins parce qu'on a des délocalisations, parce qu'on a le soutien du gouvernement ukrainien qui fait que le prix du gaz augmente, on va racheter celui des États-Unis. On augmente la population, on s'aperçoit qu'on consomme moins d'énergie. On parle de ralentissement, comme je vous l'avais dit, d'appauvrissement. Donc, quitte à quitter nos énergies historiques pour des raisons politiques ou d'épuisement, parce qu'effectivement, il y a un problème d'épuisement qui va arriver, pour des atomiques lointaines ou des renouvelables matures, si on peut réduire notre consommation d'énergie, je suis assez désolé de vous dire, c'est la seule façon, c'est d'augmenter le prix de l'énergie. C'est assez naturel. C'est cher, on en consomme moins. Et la paupérisation apparaît malheureusement comme la solution efficace pour réduire notre consommation. Ça ne sera pas la technologie qui va le permettre. Donc la transition énergétique, c'est... Il ne faut pas croire qu'il y aura une croissance et une croissance verte. Si on est dans la croissance, on est dans le fossile. Et si on est dans le vert, on n'est pas dans la croissance. Ma conclusion, c'est que ce n'est pas très grave. Voilà. Questions, réponses?
Bonsoir à tous. Je crois que c'était une grande journée sur voilà, la presse de l'ARE, cette conférence très intéressante sur les nouvelles énergies. Je pense que vous pouvez aller proposer. Voilà, bonne soirée.